heavyweight champion of the world, the one and only Iron Mike Tyson. Pivot, swing around on your opponent's side, and crack. Oh, he got a right uppercut, another right uppercut, and down goes Mathis. On pensait avoir tout vu dans la boxe, jusqu'à l'arrivée d'un monstre. Un gamin de Brooklyn, à peine sorti de l'adolescence, a commencé à envoyer des hommes adultes au sol comme s'ils n'étaient que des sacs de sable. Ces combats duraient parfois moins qu'une respiration. Ces uppercuts ont détruit des carrières. Ces crochets ont marqué l'histoire. Et très vite, le monde entier a compris une chose. Mike Tyson n'était pas juste un boxeur. C'était une arme humaine. Mike Tyson a gagné le surnom de l'homme le plus dangereux de la planète à travers des années de domination absolue sur le ring. Son titre d'ancien champion du monde incontesté des poids lourds n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une puissance de frappe que peu dans l'histoire de la boxe ont pu égaler. Chaque coup de poing qu'il lançait portait en lui la capacité de terminer un combat en un instant, transformant ses adversaires en victimes de knockouts spectaculaires qui resteraient gravés à jamais dans la mémoire du sport. Les premières années, l'émergence d'un phénomène. L'histoire de Mike Tyson en tant que boxeur professionnel a commencé avec une intensité qui présageait la légende qu'il allait construire. En décembre 1985, alors qu'il n'avait que 19 ans, Tyson est entré sur le ring contre Sammy Scaff, portant pour la première fois ses caractéristiques short noires. Ce qui a suivi fut une démonstration brutale de puissance juvénile. Seulement 17 secondes après le début du combat, Tyson a connecté un crochet du gauche dévastateur qui a poussé Scaff contre les cordes et lui a brisé le nez. Les commentateurs ont observé que Tyson ne lançait pas des coups sauvages ou incontrôlés, mais des coups de poing précis et létaux. Scaff est tombé sur le tapis pendant que l'arbitre commençait le compte, et lorsqu'il a atteint 7, tout était terminé. La boxe venait d'assister à la naissance de quelque chose d'extraordinaire. Seulement 2 mois plus tard, en février 1986, Tyson a affronté David Jacko lors de son 16e combat professionnel. Pour le jeune pugiliste, c'était simplement un autre jour au bureau. Le combat s'est terminé par un autre knockout brutal au premier round, confirmant un schéma qui deviendrait familier pour les amateurs de boxe. Tyson n'avait pas besoin de beaucoup de temps pour imposer sa volonté sur ses adversaires. En mars de cette même année, Tyson est monté sur le ring avec un record parfait de 18 victoires et 18 knockouts pour affronter Steve Uski. Durant le 3e round, Tyson a lancé un crochet du gauche parfaitement exécuté qui a mis fin au spectacle avec style. Les analystes ont été impressionnés par la précision technique combinée avec la puissance dévastatrice que le jeune boxeur démontrait constamment. Le pouvoir dévastateur se manifeste. En août 1986, Tyson a affronté l'un de ses adversaires les plus difficiles jusqu'à ce moment, le Cubain José Ribalta. Le combat fut dur et compétitif, se prolongeant jusqu'au 10e round. Cependant, lorsque le moment décisif est arrivé, Tyson a démontré pourquoi il était considéré comme si spécial. Il a démoli l'imposant Ribalta avec son caractéristique crochet du droit au corps, suivi immédiatement par un uppercut du droit au menton. Les commentateurs se sont exclamés que c'était le type de séquence que l'on ne voyait qu'occasionnellement, surtout quand quelqu'un était terrassé par un uppercut de cette magnitude. Ce même mois, Tyson a affronté un autre compétiteur formidable en la personne de Reggie Gross. Gross semblait être l'un des rares combattants disposés à se tenir ferme et à échanger des coups avec Iron Mike. Cependant, tout ce dont Tyson avait besoin était un crochet du gauche parfaitement placé pour terminer le spectacle. La combinaison de vitesse et de puissance que Tyson exhibait était simplement écrasante. En octobre 1986, Mike Tyson s'est confronté à un autre vétéran du ring, mais cette fois le combat aurait des conséquences historiques. Cependant, avant cette bataille décisive, Tyson a continué à accumuler des victoires impressionnantes. Chaque combat ajoutait une autre couche à sa légende croissante, et le monde de la boxe commençait à se demander s'il y avait quelqu'un qui pourrait arrêter le jeune phénomène de Brooklyn. Devenir le champion le plus jeune. En novembre 1986, Mike Tyson a écrit une page dorée dans l'histoire de la boxe en affrontant Trevor Berbick pour le championnat du monde des poids lourds. Ce combat ne serait pas seulement mémorable pour le résultat, mais pour la manière dominante dont Tyson a démontré sa supériorité. Durant le premier round, Berbick a montré du courage, mais dès la moitié de ce round, il était clair qu'il ne pouvait rien faire contre l'arsenal de Tyson. Au deuxième round,
Tyson a frappé le corps avec des uppercuts avant de connecter un crochet du gauche qui a envoyé Berbick au tapis. Ce qui a suivi fut une scène presque surréaliste. Berbick a essayé de se lever, mais ses jambes ne répondaient pas à ce que son esprit ordonnait. Il est tombé en arrière contre les cordes à plusieurs reprises, son corps complètement déconnecté de sa volonté. L'arbitre Mills Lane n'a eu d'autre choix que d'arrêter le combat et de compter jusqu'à 10. Soudain, le monde de la boxe avait un nouveau champion du monde des poids lourds, et Mike Tyson, à 20 ans, était devenu le champion le plus jeune de l'histoire de la catégorie. Les membres de son équipe, incluant Jimmy Jacobs, Bill Ketton et Kevin Rooney, ont célébré avec euphorie. Ils avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Un boxeur qui combinait vitesse, puissance, technique et détermination d'une manière jamais vue auparavant. Domination absolue, 1987. L'année 1987 a vu Mike Tyson consolider son règne en tant que champion incontesté. En juillet, il a affronté Marvin Frazier, fils de la légende des poids lourds Joe Frazier. Marvin était un prétendant prometteur qui s'était remis de sa défaite face à Larry Holmes avec 6 victoires consécutives. Cependant, ce qu'il a affronté contre le Tyson de 20 ans fut une pure dévastation. Le combat a duré moins de 20 secondes. Tyson a connecté un uppercut qui a laissé Frazier blessé instantanément. Frazier est tombé au tapis et l'arbitre Todd Cortez s'est approché rapidement pour l'évaluer avant d'arrêter le combat. Ce fut une démonstration absolue du pouvoir destructeur de Tyson à son meilleur moment. En octobre de cette même année, Tyson a défendu son titre incontesté contre Tyrell Biggs, médaillé d'or olympique en 1984. Le combat est arrivé au 7e round, et avec 30 secondes restantes dans ce round, Tyson a lancé un crochet du gauche dévastateur qui a envoyé Biggs voler pratiquement hors du ring. Les commentateurs se sont exclamés que c'était un coup formidable, et que Biggs avait complètement perdu ses jambes. Avec seulement 10 secondes restantes dans le round, Tyson a connecté un autre crochet du gauche qui a envoyé Biggs de nouveau au tapis. Tout était terminé, et ce n'avait même pas été un combat compétitif. Les analystes ont souligné que ce qu'ils voyaient se produire si fréquemment était qu'après quelques rounds, les combattants commençaient à s'accrocher désespérément à Tyson. C'était un crédit pour lui. C'était Tyson qui faisait que cela se produise avec sa pression implacable et son pouvoir écrasant. Affronter les légendes, 1988. L'année 1988 a représenté le pinacle de la domination de Tyson dans la boxe. En janvier, il a affronté l'ancien champion des poids lourds Larry Holmes, qui avait montré peu de respect pour Tyson avant leur rencontre. Cependant, Holmes n'a pas pu nier le pouvoir du jeune champion après qu'un crochet du droit l'ait envoyé s'écraser contre le tapis au 4e round. La séquence fut brutale. Tyson a connecté un crochet du gauche, suivi d'un crochet du droit qui a frappé le corps, puis un dévastateur crochet du droit à la tête. Holmes est tombé et, bien que l'arbitre Joe Cortez n'ait pas complété le compte de 10, Holmes était clairement hors de combat. Ce fut un moment définitoire qui a démontré que même les légendes établies de la boxe ne pouvaient pas résister à l'assaut de Tyson. En mars 1988, Tony Tubb, ancien champion du monde de la WBA, a défié Tyson pour son titre incontesté. Tubb, connu sous le nom de TNT pour son pouvoir explosif, a été littéralement soufflé au 2e round par un vicieux crochet du gauche. Les commentateurs ont noté que Tubb était gravement blessé avant de tomber. Le crochet du gauche de Tyson avait été dévastateur, et l'arbitre Odell Adley a sauté sur le ring pour arrêter le combat immédiatement. Le combat unificateur, Tyson contre Spink. En juin 1988 s'est produit l'un des moments les plus mémorables de la carrière de Tyson, son affrontement avec Michael Spink, le champion linéaire des poids lourds. Ce combat déterminerait le véritable champion, et les attentes étaient énormes. Quand la cloche d'ouverture a sonné, Tyson a attaqué immédiatement avec férocité. Au premier round, Tyson a terminé le combat avec un crochet du droit vicieux qui a laissé Spink étourdi sur le tapis. Le coup a connecté directement sur la mâchoire de Spink, qui n'avait jamais été mis au tapis auparavant dans un combat professionnel. Maintenant, il était tombé et en sérieux problème. L'arbitre a commencé le compte et lorsqu'il a atteint 8, il était clair que Spink ne se relèverait pas. Tout était terminé en un clin d'œil, consolidant Tyson comme le champion incontesté et incontestable de la boxe poids lourd. La défense continue. En juillet 1989, Tyson a défendu son championnat incontesté contre Carl The Truth Williams. Au milieu du premier round, Tyson a esquivé un JAB de Williams et a répondu avec un monumental crochet du gauche qui a terrassé le challenger. Ce fut une autre démonstration du timing parfait et du pouvoir destructeur qui caractérisait le style de Tyson.
Tout au long de sa carrière, Tyson a réalisé de multiples knockouts au premier round. Mais son brutal crochet du gauche contre Robert Collet s'est distingué comme l'un de ses knockouts les plus rapides et les plus dévastateurs. Les commentateurs se sont exclamés que c'était un grand coup, et ils ont continué à amener des adversaires que Tyson continuait à terrasser avec une efficacité terrifiante. Moments historiques additionnels. Même en tant qu'amateur, Tyson était hautement reconnu pour son incroyable pouvoir de frappe. En 1981, il a réalisé un knockout rapide au premier round en seulement 8 secondes contre Joe Cortez pour gagner les Jeux Olympiques juniors. Les commentateurs ont noté qu'il était entraîné par nul autre que Cus D'Amato, et tout s'est terminé presque aussitôt que cela avait commencé. En 1984, étant encore adolescent, Tyson a affronté le bien plus âgé Winston Bent dans un combat amateur. Au troisième round, Tyson a connecté un crochet du droit tonitruant qui a démontré que son pouvoir n'était pas le produit de son physique adulte, mais une qualité innée qui avait été présente depuis le début de son développement comme boxeur. En janvier 1986, lors de son affrontement avec Jesse Ferguson, Tyson a connecté un uppercut du droit si fort qu'il a cassé le nez de Ferguson dans le processus. Ferguson avait été en difficulté dans les rounds précédents, et maintenant le sang coulait de son nez alors qu'il tombait sous le coup dévastateur de Tyson. En septembre 1985, Michael Johnson n'a duré que 39 secondes contre Tyson avant d'être mis knockout par un terrible cross du droit. Malgré un avantage de poids de 23 livres, Johnson a été terrassé instantanément. Les commentateurs ont exprimé leur espoir qu'il ne soit pas gravement blessé, car c'était un coup brutal et complètement ouvert, connectant alors que Johnson n'avait pas sa garde levée. Le retour après la prison. Après un bref séjour en prison, Tyson est retourné sur le ring en août 1995 pour affronter le peu connu Peter MC Neely. MC Neely a attaqué Tyson agressivement dès la cloche d'ouverture, mais il a été accueilli par un brutal cross du droit qui l'a mis au tapis en quelques secondes du premier round. Ce fut le début du chemin de retour de Tyson. En 1995, il a également affronté Buster Matisse Jr. dont on s'attendait à ce qu'il lui donne un combat difficile. Matisse a réussi à survivre les 2 premiers rounds, mais à la fin du 3e round, Tyson a trouvé une ouverture et a déchargé une attaque vicieuse. Il a connecté un uppercut du droit, suivi d'un autre uppercut du droit qui a envoyé Matisse au tapis. Les analystes ont noté comment Tyson avait fait un pas en arrière et l'avait fait de nouveau, lançant cet uppercut précisément là où Matisse se baissait directement vers lui. En mars 1996, Mike Tyson est revenu après son temps en prison pour défier Frank Bruno pour le championnat du monde des poids lourds du WBC. C'était leur 2e rencontre, et Tyson n'a pas perdu de temps pour réclamer son trône. Bruno a été coupé au-dessus de son œil gauche au premier round. Moins d'1 minute après le début du 3e round, Tyson a esquivé un jab de Bruno et a déchaîné une dévastatrice combinaison de 13 coups qui mélangeait des impacts au corps et à la tête, se terminant par de brutaux uppercuts. L'arbitre Mills Lan n'a eu d'autre choix que d'arrêter le combat, qui s'avérait être le dernier combat de la carrière de Bruno. Les dernières années et moments mémorables. En l'an 2000, à 33 ans, Tyson a affronté Lou Savarez. Seulement 15 secondes après le début du combat, Tyson a connecté un fort crochet du gauche à la tête qui a mis Savarez au tapis. Les commentateurs ont plaisanté en disant que Mike n'avait qu'une seule vitesse, et en quelques secondes, Savarez était au sol. En octobre 2000, Andrew Golota de Pologne a goûté au pouvoir dévastateur de Tyson au premier round de leur rencontre. Le coup a laissé Golota avec une mâchoire cassée et des blessures graves. Un rappel que même à ce stade de sa carrière, Tyson restait incroyablement dangereux. Après 2 défaites consécutives face à Evander Holyfield, Tyson est retourné sur le ring en 1999 pour affronter le prétendant sud-africain François Botha. Tyson semblait rouillé dans les premiers rounds, mais un crochet du droit direct à la fin du 5e round était tout ce dont il avait besoin pour terminer le spectacle. Un seul coup a neutralisé tout ce qui se passait contre lui. Les analystes ont souligné que c'est ce qui arrive quand vous avez un grand frappeur. Un seul coup peut changer toute la narration d'un combat. Dans son premier combat après sa défaite face à Lennox Lewis, Tyson s'est confronté à Clifford Etienne. Ce serait, en fin de compte, la dernière victoire de Tyson sur le ring, mais aussi l'un de ses knockouts les plus vicieux d'un seul coup en seulement 49 secondes. Tyson l'a frappé immédiatement avec le crochet du gauche, puis l'a attrapé avec le droit et Etienne est tombé. Il a été terrassé par un crochet du droit propre, avant même que les sièges dans l'arène ne se réchauffent. Un croustillant crochet du droit sur le côté de la mâchoire, un pivot à la fin, et tout était terminé de manière dramatique. Autre rencontre mémorable. En mars 1991,
Tyson a affronté Donovan Razor Rudock dans un éliminatoire de championnat au Mirage. L'action fut brutale dès la cloche d'ouverture, avec les deux combattants échangeant des coups puissants. Le combat s'est terminé de manière controversée au 7e round, quand Tyson a déchaîné une combinaison de 6 coups. Bien que Rudock soit resté debout, l'arbitre Richard Steele est intervenu et a arrêté le combat, causant le chaos dans l'arène avec une bagarre sur le ring entre les équipes rivales. En décembre 1990, Mike Tyson se présente de nouveau sous les projecteurs, déterminé à rappeler au monde entier pourquoi il est considéré comme l'un des boxeurs les plus redoutés de la planète. En face de lui, Alex Stewart, un puncher réputé, surnommé The Destroyer, grâce à son taux de knockout parmi les plus élevés de la division. Stewart est grand, puissant, explosif, et beaucoup pensent qu'il pourrait au moins résister quelques rounds. Mais dès que la cloche retentit, il devient évident que les rôles vont rapidement s'inverser. Tyson avance comme une tempête contenue, compacte, concentré, prêt à frapper à tout moment. Stewart tente d'établir sa distance, mais Iron Mike la réduit instantanément. Chaque mouvement de Tyson est une menace. Il esquive, explose, se replace et finit par trouver l'ouverture parfaite, un crochet du droit lancé avec une précision glaciale. Le coup percute Stewart avec une violence maîtrisée, le faisant s'écrouler lourdement. Le public, incrédule, assiste à un chaos au premier round, propre, sec, implacable. En quelques secondes, Tyson vient de démontrer une fois de plus qu'il possédait le pouvoir de détruire n'importe quel adversaire, même un homme surnommé The Destroyer. Bien avant cela, lors de son 20e combat professionnel, le jeune Tyson rencontre un adversaire au pédigré sérieux, James Tea, un boxeur expérimenté, ancien challenger WBA, connu pour sa ténacité et son style imprévisible. Ce combat restera un tournant dans la carrière du jeune prodige. Pour la première fois, Tyson est contraint de parcourir la distance complète. On observe alors un Tyson encore en construction, mais déjà terrifiant, pressant Tea sans relâche, le forçant à reculer, l'épuisant par d'incessantes attaques. Au 4e round, une séquence marque particulièrement les esprits. Alors que le gong approche, Tyson avance comme un prédateur qui sent sa proie faiblir. D'un geste court, presque imperceptible, il déclenche un crochet du gauche foudroyant. Tea tombe, les jambes coupées nettes, sous le choc de ce coup aussi bref qu'explosif. Cette action résume parfaitement le génie brutal de Tyson, la capacité de générer une puissance destructrice presque sans élan, en une fraction de seconde. Mais c'est son affrontement contre James Buster Douglas qui révèle un aspect encore inédit de sa carrière. Nous sommes en 1990, Tyson est au sommet, invincible aux yeux du monde. Douglas, lui, est considéré comme un outsider, presque sacrifié avant même d'entrer sur le ring. Pourtant, dès les premiers échanges, la narration bascule. Douglas utilise son JAB avec une discipline chirurgicale, se déplaçant intelligemment, frustrant Tyson, le touchant régulièrement. Pour la première fois, Iron Mike semble désorienté, en difficulté.